Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts. Parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture de ce mois de juin 2023. Juin c'était un mois un peu particulier, j'avoue que j'ai beaucoup moins lu que d'habitude, mais pour autant j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter. Et j'en ai notamment 7, parmi lesquels il y aura 5 petits indiens de Michel Good aux éditions du Seuil, Les 4 trésors du ciel de Jenny Tinguizeng aux éditions Robert Laffont, Le silence de Denis Lehane aux éditions Gallmeister, le premier tome de la nouvelle série jeunesse aux éditions Rouergue, donc Palace, dans le ventre de Troie de Marine Carteron, cette sublime BD aux éditions Dupuis, donc les vies de Charlie de Guarino et Toussaint. Donc ça c'était pour la partie coup de cœur, et du côté des déceptions, j'en ai eu quand même pas mal, ce qui a fait que c'était un mois un peu compliqué, mais je vais vous en présenter seulement 2, parmi lesquels La fille Oleïka de Elena Janesek aux éditions Babel, donc Actes Sud, ainsi que Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson aux éditions Sonatine. Et sans plus tarder, je vous propose de commencer. Et on va commencer avec 5 petits indiens de Michel Good aux éditions du Seuil dans leur nouvelle collection Voix autochtones. Tout le roman va tourner autour d'un fait de société qui s'est donc passé au Canada. On se retrouve vers les années 1960 et notamment au moment où les enfants issus des Premières Nations, des peuples des Premières Nations, vont se retrouver éloignés de leur famille, soi-disant pour leur donner accès à la culture, mais c'est ni plus ni moins que pour enlever le côté indien qui est chez eux. Au début du roman, on a vraiment un petit encart pour expliquer la situation. Et à travers tout ce roman, on va suivre le parcours de 5 personnages, aussi bien des jeunes filles que des jeunes hommes, à différentes périodes de leur vie après qu'ils aient quitté justement ces pensionnats-là. Ces pensionnats, on le comprend très vite, c'est rempli de violence, de non-dits. Il y a vraiment une omerta autour de tout ça, et chacun en fait s'en ressort plus ou moins meurtri et parvient plus ou moins à avancer une fois sorti de ce cauchemar. Alors pour moi, ce livre, ça a été une très belle découverte. J'en attendais beaucoup et j'ai pas été déçue. On n'est pas sur un coup de cœur non plus, mais en tout cas je vous invite vraiment à le lire parce que c'est le genre de texte très important aujourd'hui à découvrir pour être au courant de sombres secrets de l'histoire qui font partie notamment de l'histoire humaine. Et le gros point fort, c'est vraiment cette palette de personnages qui est très large et qui permet de couvrir un large pan de temps, si je peux dire, puisqu'on a vraiment ce côté, on suit des enfants qui sortent et des jeunes adultes même qui sortent de ce pensionnat, qui se retrouvent plus ou moins livrés à eux-mêmes en dehors et qui doivent se débrouiller au fur et à mesure du temps. On a vraiment des parcours très différents avec, puisque chaque personnalité est différente et qu'on apprend vraiment tous à les connaître un par un. Et j'ai trouvé que ça c'était vraiment très intelligent pour prendre vraiment pleinement conscience des enjeux de la situation actuelle, pour comprendre vraiment le traumatisme vécu par toute une génération en fait de Premières Nations. Et c'était d'ailleurs très pertinent, je trouve, de voir aussi l'impact que ça a pu avoir sur l'entourage direct de ces différents enfants. On sent tout de suite le côté très engagé de cette lecture, et c'est pas pour rien parce que la mère de l'autrice était elle-même dans un de ces pensionnats, et on sent vraiment ce côté très militant, c'est-à-dire que la violence n'est pas tue, on va direct à l'essentiel, on cherche pas à taire ce qui a déjà été tué de toute façon, et on donne la parole à plein de destinées qui auraient pu se jouer tout simplement. En fait c'est vraiment des portraits réalistes, et on se doute en tant que lecteur que des personnes comme celles que l'on croise dans le livre ont pu exister et souffrir autant. Ce qui est aussi très pertinent, c'est ce côté, donc on couvre une large étendue temporelle, et justement ça permet de voir comment la société se comporte vis-à-vis de ces pensionnats, comment elle les perçoit, voir comment elle cherche à les enfouir, puisqu'aujourd'hui encore c'est quelque chose de très méconnu. Et je trouve ça très pertinent pour vraiment pousser le lecteur à s'interroger, à chercher à comprendre les mécanismes en fait qui ont fait que cet épisode historique reste quand même relativement peu connu et même très tabou. Étonnamment, j'ai eu affaire à pas mal de rebondissements et de petites surprises, alors pas forcément toujours dans le bon sens du terme, mais voilà, c'est pas une lecture reposante ni linéaire. On est vraiment sur quelque chose où on est en tant que lecteur vraiment impliqué dans notre lecture, on est sur le qui-vive sur ce qui se passe, on cherche à comprendre les personnages, on a même beaucoup d'empathie pour certains. Je sais qu'il y a des personnages qui m'ont profondément touchée, surtout vis-à-vis de leur détresse et de voir comment ils sont vraiment livrés à eux-mêmes, puisque une fois qu'ils sortent de ces pensionnats, on leur donne un peu d'argent et après c'est à eux de se débrouiller alors qu'ils ont été coupés du monde pendant je ne sais combien d'années. La large palette de personnages en plus de ça, elle est servie par une alternance de points de vue qui rend
rend chacun des personnages beaucoup plus attachants. En fait, ils nous sont plus facilement accessibles et on comprend plus facilement les enjeux psychologiques par lesquels ils passent. Et bref, ouais, c'est une lecture qui m'a beaucoup fait penser à Sauvage de Nathalie Bernard. Là, c'est plus un registre adulte quand même. L'autre, on est plus sur un registre jeunesse, bien qu'un adulte peut très bien le lire. Mais c'est la même thématique avec un traitement très différent quand même, puisque dans Sauvage, de mémoire, on suit vraiment un adolescent qui s'est enfui d'un des pensionnats et qui cherche à regagner sa communauté, tandis que là, c'est plus des jeunes gens qui vont devoir se mêler à la société canadienne, qui n'est pas forcément prête à les recevoir, racisme et j'en passe, et qui ne comprend pas la violence par laquelle ces jeunes gens sont passés. Bref, c'est un très très bon roman, franchement à la hauteur de mes attentes. Je peux que vous le recommander, surtout si le sujet vous intrigue, si vous n'étiez pas au courant que ça s'est passé. C'est vraiment, je pense, une bonne entrée en matière pour avoir un accès plus intime, plus peut-être concret et réaliste envers cette histoire. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit de 4 trésors du ciel de Jenny Tingui Zhang aux éditions Robert Laffont. Dans cette histoire, on va se situer en 1882 et on va suivre notamment une jeune fille qui s'appelle Dayu. Elle a une douzaine d'années au début du roman et vit avec sa grand-mère depuis que ses parents ont mystérieusement disparu. Ils sont partis un peu du jour au lendemain et elle a pas de nouvelles. Et un jour, alors qu'elle se promène sur le marché, elle va se faire enlever par un homme un peu étrange qui, au début, la sauve d'une situation un peu périlleuse et en fait l'embarque. Ça va être le début pour elle d'une épopée vraiment folle à travers tous les États-Unis, puisqu'elle va être embarquée donc sur un paquebot pour l'emmener là-bas. Donc elle va passer par un bordel où elle va devoir être prostituée, puis ainsi de suite. Ça va la conduire à travailler dans un petit commerce avec 2 personnes de sa communauté. C'est vraiment un très très beau roman. Je vous le présente très brièvement parce que je vous invite vraiment à plonger sans trop en savoir. Moi j'avais pas de résumé, j'avais rien. Et je vous recommande plutôt de commencer comme ça, avec le minimum d'informations pour vraiment profiter pleinement de l'histoire. Parce que pour être honnête, au bout de 50-100 pages, je savais déjà que ça allait être un très gros coup de cœur. Et ça n'a pas manqué. Je pense que de ce mois de juin, c'est l'une de mes plus belles lectures. J'ai juste adoré l'écriture. Enfin vraiment c'est le genre d'écriture où on nous embarque vraiment dans l'histoire, on nous propose une héroïne qui est sympathique, qu'on voit galérer comme pour 5 petits indiens. Mais franchement, lisez-le. C'est le genre de livre où c'est tellement bien écrit que quand l'héroïne elle est en danger, quand elle vit quelque chose de dramatique, on a les tripes qui se nouent, on est vraiment à fond derrière elle. Dans ce livre, il y a également, une grande attention portée à la calligraphie que j'ai beaucoup appréciée. Alors ça dégage vraiment ce côté un peu poétique et très doux tout au fil de notre lecture. Ça intervient régulièrement autour de la construction des prénoms, notamment il y a vraiment toute une recherche de la part de notre héroïne qui est passée par une école de calligraphie et ça l'a passionnée et ça lui permet de tenir dans certaines épreuves. Et j'ai trouvé ça très intéressant à découvrir en fait. Enfin, c'est vraiment le petit plus qui fait plaisir et qui donne une profondeur en plus en fait à l'histoire. On a une note de fin de livre. Alors je sais que tout le monde ne le lit pas, alors que ça peut être un argument pour vraiment rendre cette lecture encore plus impressionnante, mais c'est une histoire qui est très largement inspirée sur des faits réels. Je vous en dis pas trop parce que si elle est placée à la fin, il y a quand même un lien avec cette dite fin qui est juste incroyable d'ailleurs. Vraiment. J'étais là en train de pleurer comme jamais j'ai pleuré devant un livre où je voulais juste pas quitter les dernières pages. J'avais envie de poursuivre ma lecture tellement c'était bien. De toute façon, tout au long du roman, comme je vous l'ai dit, vous êtes à fond dedans. Enfin, il y a de l'émotion tout le temps. Enfin, cette héroïne, elle vit les choses à fond. Elle tente de survivre par tous les moyens. Elle est bouleversante. Moi, j'ai vraiment été impliquée à 100% dans ma lecture, ce qui arrive pas souvent quand même. Et au-delà de l'héroïne, on a une foule d'autres personnages qui restent quand même faciles à suivre parce que d'un paysage à un autre, elle va rencontrer différentes personnes qu'on va commencer à appréhender, qu'on va apprendre à connaître et apprécier. Parce que pour la plupart, c'est vraiment des rencontres bouleversantes qui vont forger le caractère de notre héroïne. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que chacun de ces personnages, on sent que l'autrice a accordé une attention particulière à leur développement, qui sont vraiment creusés en fait. Et cette héroïne, comme je vous l'ai dit, je l'adore. Je pense que franchement, au-delà de ce mois de juin, ça doit être l'une des meilleures lectures de cette année 2023 pour l'instant. En tout cas, en termes d'émotions vécues, en termes d'héroïne proposée, je pense que c'est l'une des meilleures parce que vraiment cette héroïne, en fait, on la voit grandir, on la découvre à 12 ans et en fait, petit à petit, elle se forge un caractère, elle passe par des épreuves, ma foi, on n'a pas envie de passer par les mêmes épreuves et pourtant, elle est toujours là, elle est toujours debout et on la voit grandir, on la voit se forger une identité à partir de chaque drame vécu, à partir de chaque moment de joie vécu. Et puis nous, on voit ses désirs s'affiner, ses désirs aussi bien amoureux que ses désirs de vengeance,
impatience, ses désirs de comprendre ce qui s'est passé auprès de ses parents, ce qui leur est arrivé en fait tout simplement. Et puis son seul désir c'est de rentrer chez elle en fait auprès de sa grand-mère. Et vraiment enfin c'est le leitmotiv qui la maintient tout au long du roman et c'est juste bouleversant. Comme je vous le disais du coup c'est pour moi un très gros coup de cœur. Je peux que vous le recommander. Moi ça m'a beaucoup fait penser à Certaines n'avaient jamais vu la mer de Julie Otsuka. Alors si vous avez beaucoup aimé, je peux que vous le recommander. On n'est pas du tout sur le même côté un peu poétique parce que Julie Otsuka avait fait le choix d'une narration très poétique, très impersonnelle. Là, le côté plus intimiste où on a accès à l'héroïne, j'ai trouvé ça peut-être plus sympa. En tout cas, c'est un roman qui se dévore en deux. Je sais pas si vous voyez. Avec vraiment des belles phrases, plein de belles citations que j'ai envie de toutes vous présenter, mais je ne vais pas vous en dévoiler plus. Je vous invite simplement à lire pour vivre une expérience incroyable. Voilà. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est Le Silence de Dennis Lehane. Alors c'est une grosse sortie qui était très attendue de la part de pas mal de personnes, j'ai l'impression. Moi, c'est le premier roman de l'auteur que je lis et on était vraiment sur une très chouette lecture. Pas un coup de cœur, mais pareil, en termes d'émotion, en termes d'histoire, on est vraiment sur quelque chose de très sympa. Pour l'histoire, on est en 1974 à South Boston. On suit le personnage de Mary Pat Fennessy, qui est donc une jeune femme qui vit avec sa jeune fille. Sa fille a 17 ans et elles vivent plutôt dans une extrême pauvreté, on va pas se mentir. Elles vivent comme la plupart des gens de leur quartier dans une certaine pauvreté. Et pourtant, elles sont très proches l'une de l'autre. On le sent direct, qu'il y a vraiment un lien très fort entre les deux, même si c'est un âge où, voilà, il y a quelques tensions qui émergent quand même, mais on sent qu'elles sont très proches. Sauf que sa fille va disparaître et qu'en même temps, on apprend que un jeune homme noir américain a été percuté par un train et que cette mort est plutôt suspecte. Qu'on suspecte notamment une bande de jeunes d'être à l'origine de ce drame. Mary forcément se lance à la poursuite de sa fille, elle veut comprendre ce qui s'est passé et rapidement elle se retrouve confrontée à, comment dire, des mafieux, les bas-fonds de la ville et j'en passe. Le tout sur fond de racisme et de tensions entre différentes communautés puisque en fait le livre est inspiré de faits réels sur un épisode historique où le gouvernement avait décidé de mettre en place la mixité au sein d'écoles et que forcément ça crée des tensions, surtout que d'un côté comme de l'autre personne n'est vraiment prêt à ce changement et voit surtout les potentiels problèmes à venir, ou en tout cas les dangers auxquels les enfants scolarisés seraient confrontés. Alors ce qui m'a beaucoup plu avec ce roman, c'est déjà son écriture. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai jamais lu de livre de l'auteur, donc je pourrais pas juger par rapport à ce qu'il a déjà publié, mais moi j'ai beaucoup aimé cette ambiance un peu moite, un peu lourde et sombre qu'on nous propose, qui est très bien mise en place, l'air de rien à travers chaque chapitre, avec ce contexte historique plutôt trouble, plutôt tendu, qui fait exacerber en fait les tensions vécues par le personnage principal. À travers tout ce roman, ce qui est vraiment plaisant, c'est le portrait d'une Amérique qu'on nous propose, et notamment d'une Amérique qui est blessée. On a pas mal de passages où on voit des jeunes revenus de la guerre, notamment de la guerre du Vietnam, et qui souffrent. Ils sont passés par des trucs absolument horribles, innommables, et ça se ressent, ils sont perturbés, blessés, voilà. En plus de ça, on a ce système un peu de drogue, de tensions meurtrières entre les communautés qui se sont organisées autour de mafieux pour pouvoir survivre. Plus cette instabilité financière économique qui nous est souvent présentée, l'air de rien, mais que en tant que lecteur on perçoit comme une lourdeur en plus ce contexte de ségrégation raciale, et on est vraiment sur quelque chose de très lourd en termes d'ambiance et pourtant qui se lit tout seul. Quand je dis lourd, c'est vraiment pas en termes de ça rend la lecture pénible, parce que c'est pas du tout le cas, c'est vraiment plus ce côté sombre qu'on cherche à mettre en place et à nous décrire. Personnellement, le point fort je trouve de ce roman, c'est le personnage de Mary, qui est, je trouve, une mère absolument touchante. Elle veut comprendre ce qui s'est passé avec sa fille, quitte à faire émerger des vérités pas forcément plaisantes pour une mère, et cela en n'hésitant pas à se bagarrer, à foutre la merde là où il faut, voire là où il faut pas même. Et ce qui était vraiment très intéressant dans ce roman, c'est son évolution, puisqu'au début on comprend très rapidement que Mary est raciste au possible, que sa fille a un peu de mal d'ailleurs avec ce trait de caractère, et en fait au fil des événements, Mary va revenir sur cette vision qu'elle a, et j'ai trouvé que c'était très intelligemment abordé en fait. C'est pas lourd en mode ah d'un coup je change d'avis sur cette communauté que jusque là je dénigrais sans raison. Non, c'est vraiment progressif, on voit que les événements forgent son caractère et petit à petit en fait elle va se défaire de ses préjugés, des mécanismes d'idées préconçues. Ce qui est vraiment plaisant aussi avec Mary Pat, c'est que on sent qu'elle est passée par beaucoup de drames dans sa vie et que pourtant elle est toujours là, elle garde toujours cette force de caractère et pour autant elle se dégonfle pas. Comme je l'ai dit, elle va vraiment au devant du danger, elle cherche
cherche les noises et elle met clairement les pieds dans le plat, quoi. Et j'ai trouvé que c'était un trait de caractère très plaisant à lire. En fait, ça donne une dynamique, déjà le personnage est dynamique, ça apporte une dynamique au milieu de toute cette ambiance très électrique qui fait un combo absolument parfait, en tout cas que moi j'ai beaucoup apprécié. Le gros point fort du roman, c'est aussi le fait qu'on alterne les points de vue, ce qui donne vraiment une vision plus globale de la situation. On est amené plus facilement à comprendre chacun des personnages de l'intrigue et en même temps à comprendre les enjeux auxquels chacun est confronté, et parfois ce sont des enjeux qui s'opposent et ça rend, je trouve, vraiment la lecture plus riche, ou en tout cas ça nous permet vraiment de comprendre la complexité de la situation dans laquelle chacun des personnages se retrouve bloqué. Quant aux thématiques qui sont abordées, moi c'est des thématiques que j'aime beaucoup retrouver dans la littérature, donc le racisme, cette partie un peu historique, le côté filiation entre mère et fille ici, et par rapport au rythme de l'intrigue, alors j'ai évoqué du coup la dynamique apportée par le personnage, mais on est vraiment sur quelque chose de très rythmé, on n'a pas des phrases courtes, mais pour autant c'est quelque chose, voilà, de dynamique, de rythmé, avec des indices et de l'action qui sont bien répartis entre chaque chapitre, ce qui fait qu'on est toujours tenté de poursuivre le prochain chapitre. Bref, une très bonne lecture que je vous invite aussi à découvrir. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est Pallas, le premier tome de Marine Carteron, ou Carteron, aux éditions Rouergue. Alors là, pour l'histoire, on est vraiment sur une réécriture de la guerre de Troie, mais cette fois-ci en suivant plutôt les points de vue de plusieurs femmes, donc qu'elles soient humaines ou déesses, pour parler notamment de ce qui s'est passé avant la guerre et de ce qui l'a déclenché notamment, avec toute une intrigue autour de Pallas, qui est donc un personnage très énigmatique, dont on a parfois le point de vue un peu sous la forme d'un chant, comme c'est le cas pour les œuvres d'Homère. Pour moi, ça a été une très très chouette lecture, j'en attendais beaucoup et j'ai pas été déçue. J'ai vraiment passé un très bon moment et d'entrée de jeu, j'ai su qu'au niveau de l'écriture, ça allait me plaire. C'est le premier livre de l'autrice que je lis et ça m'a vraiment donné l'envie d'en lire davantage. Dès le début, en fait, l'intrigue se met très rapidement en place, on accède très facilement aux différents personnages qui composent cette intrigue et très vite, on est un peu intrigué parce que je savais que ça allait parler de la guerre de Troie. J'ai pas relu le résumé avant de commencer parce que je pense que vous l'avez compris, mais j'aime bien me lancer dans un livre sans trop en savoir pour avoir pas mal de surprises. Donc là, je me suis lancée en me disant que ça allait parler de mythologie grecque et de la guerre de Troie, et au final, la façon dont ça commence, on est très intrigué, on se dit mais comment, quel est le lien, comment on va en arriver là, enfin en tout cas à la finalité de la guerre telle qu'on la connaît. J'ai beaucoup aimé la construction générale de l'intrigue, la façon dont l'histoire nous est racontée. On va avoir une alternance de points de vue et des sauts temporels qui sont plutôt faciles à capter. Une fois qu'on a pris le pli, ça va tout seul, et notamment ces sauts dans le temps de mémoire, hein, là comme ça, surtout du côté des points de vue de Pallas, qui va nous raconter, au-delà de l'intrigue que chacun des personnages que l'on suit vit, on va nous raconter l'avancement en fait vers cette fameuse guerre de Troie à travers ces chants. Ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans ma lecture, c'est ce côté recherche. On sent que l'autrice a fait pas mal de recherches sur la mythologie grecque. Pour autant, même si on sent, voilà, l'autrice nous donne pas mal de détails, on n'est pas noyé par les informations. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est ce regard moderne que l'autrice va porter sur la mythologie grecque, puisque les femmes ont une place, mais bon, pas très enviable, et souvent de nombreuses violences sont tues. Or là, l'autrice va nous donner à les voir, va nous montrer à quel point, par exemple, Zeus est un tyran quand il le veut, souvent du coup, mais c'est pas quelque chose, par exemple, qu'on nous dit souvent à l'école, ou qu'on capte facilement, je trouve. Les nombreuses versions de la mythologie auxquelles on a accès édulcorent un peu cette violence-là, et là, l'autrice nous donne à les voir, ce qui est très sympa, de comprendre vraiment tous ces enjeux autour de la place des femmes, et puis l'air de rien, dresser quelques critiques, sans que ça devienne le cœur même de l'histoire, en fait. C'est donné à lire, mais après c'est au lecteur de se faire son opinion sans que cela freine le rythme de l'histoire. Et d'ailleurs, en parlant de rythme, on a une très bonne gestion, je trouve, de celui-ci. À travers toute l'intrigue, les chapitres ils s'enchaînent très facilement, l'action, les rebondissements sont très bien dosés entre chaque chapitre, tout comme les infos sur les personnages, sur la situation géopolitique. Et donc bref, ouais, c'est une très bonne lecture que moi je peux que vous recommander. J'attends le tome 2 avec impatience. Je sais pas du tout quand est-ce qu'il sortira. Et j'ai vraiment envie de savoir la suite. Et même de lire, du coup, comme je vous l'ai dit, d'autres livres de l'autrice parce que c'était vraiment très chouette. Je vais terminer mes coups de cœur avec la BD aux éditions Dupuis, Les vies de Charlie de Guarino et Toussaint, qui est une très belle BD. J'ai eu un coup de cœur. Alors elle est un peu lourde, donc je risque de la poser à un moment donné. Mais niveau dessin, on est sur quelque chose de très sympa. Moi, j'ai adoré. Et le monde qu'on nous propose en même temps est tellement original et en même temps tellement beau, poétique, que ça m'a énormément plu. On est dans un monde où on suit le personnage de Charlie. Charlie, il travaille dans une entreprise un peu particulière. Alors lui, il est plutôt au niveau du standard téléphonique, mais cette entreprise qui s'appelle Recycle
éternel, propose de recycler les corps des personnes défuntes. Sauf qu'un beau jour, au standard téléphonique, il va avoir un appel d'un père qui lui dit écoutez, mon fils se pose des questions sur qu'est-ce qu'il advient de l'âme d'une personne qui est morte. Et en fait, ce petit garçon, il a perdu sa mère il y a pas très longtemps et il voudrait savoir si le corps il est recyclé, qu'est-ce qu'il advient de l'âme de sa maman. Charlie, il a pas forcément la réponse et ça l'embête un peu justement de pas trop savoir. Alors il va se lancer dans une sorte d'expédition un peu rocambolesque, imaginaire, fantaisiste, tout ce que vous voulez, pour apporter une réponse qui serait capable d'apporter un peu de réconfort à ce tout petit, ce petit jeune homme. C'est une très très belle histoire. Chaque planche est juste magnifique, les dessins, les choix en tout cas faits au niveau des couleurs des planches. C'est vraiment sympa parce qu'on va de plus en plus vers un monde qui se colore à mesure que Charlie obtient des réponses. Et l'imagination derrière, c'était juste impressionnant. J'ai été complètement séduite par l'univers qu'on nous propose, par la réponse également qu'on nous propose, l'air de rien qui, réveille un peu l'enfant en nous qui voudrait croire à toutes ces belles choses, ou qui peut y croire d'ailleurs à toutes ces belles choses, à cette belle vision de la mort. Et non, c'est une très très belle BD. Franchement, je vous invite vraiment à la lire, à la dévorer même. Elle est vraiment très très chouette. Et puis à la garder parce que ça reste un très très bel objet livre également. Bref, je vous la recommande. Alors on va maintenant passer aux déceptions. Alors au total dans ce mois de juin, je dirais que j'ai eu 4 grosses déceptions. Mais j'ai fait le choix de vous en présenter que 2 parce que c'est 2 livres sur lesquels j'ai quand même plus de choses à dire que j'ai rien ressenti dans ma lecture. Comme c'est le cas pour certaines des déceptions. Bref, je vais commencer par vous parler de La fille au Laïka de Elena Janezek aux éditions Actes Sud, là dans leur collection de poche Babel. Alors ça l'a pas du tout fait, surtout pour une question d'écriture. J'ai lu toute la première partie, ce qui correspond peut-être à 150-200 pages à peu près. Donc ça reste quand même presque la moitié au final, voire un peu plus. Mais autant j'ai réussi à m'accrocher à la première partie et encore c'était compliqué, autant la deuxième partie j'ai senti une sorte de revirement un peu dans la narration qui m'a pas du tout plu. Et donc on m'a totalement perdu et j'ai préféré m'arrêter là. J'ai pas du tout aimé parce que l'écriture est très ardue à lire. C'est beaucoup d'informations, beaucoup de noms, beaucoup d'emplacements ou de situations historiques qui, mises bout à bout, sont dures à suivre. En plus d'un style d'écriture qui est pas le plus accessible, un peu élitiste je trouve. Parce que c'est pas fini, avec une alternance de points de vue qui désarçonne encore plus et qui fait pas vraiment avancer l'histoire dans son ensemble. C'est vraiment une histoire qui est très très longue à se mettre en place. Avec en plus pas mal de moments où on nous donne des infos qui ne servent strictement à rien. Et donc pour raconter quand même plutôt l'histoire, on va nous parler de Gerda Taro, qui est une jeune photographe qui malheureusement est décédée pendant la guerre d'Espagne sur le front où elle était reporter. Et en fait, toute l'histoire va essayer de nous retracer le parcours de Gerda, donc à travers la vision que ses amis avaient d'elle. Mais je sais pas, c'était très très compliqué comme lecture, vraiment. J'ai pas du tout réussi à me mettre dedans. Ce mois de juin, j'ai lu La 9e maison, je crois, de Leigh Bardugo, où pareil, c'est un peu compliqué d'entrer dans l'histoire, mais autant Leigh Bardugo, j'ai réussi à m'y faire et à apprécier l'univers proposé, autant là, le fait que la construction parte dans tous les sens, que les infos, que l'histoire avance pas vraiment, qu'on ait des infos qui servent à rien et que ça nous de faire le tri, en plus d'essayer de comprendre ce qui se passe, ça m'a complètement perdue. Et je trouve ça dommage parce que au final, l'histoire de Gerda Taro, c'est inspiré d'une femme a vraiment existé, mais l'histoire est juste trop peu compréhensible, avec un style d'écriture qui est très lourd, avec des chapitres dont on voit pas la fin, enfin, si on peut appeler ça des chapitres. Voilà, donc j'ai préféré passer mon tour. Après, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à tenter au moins, je dirais, les 100 premières pages pour vous faire une idée si le style d'écriture vous convient ou pas. Mais moi, ça l'a pas fait. Le dernier livre que je vais vous présenter, et donc parmi mes déceptions, même si c'est une moindre déception, je vais vous parler de tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson. Alors là, c'était un peu compliqué comme lecture aussi. Pareil, en fait, ce que pour La fille au Laïka, j'ai un peu de mal à me lancer. On va suivre une famille un peu particulière, puisque vous l'aurez compris au vu du titre, mais chacun est impliqué dans un crime à différentes échelles, voilà. Et cette famille s'appelle les Cunningham. Et en fait, toute cette belle famille va se retrouver pour les vacances dans un chalet en montagne. Sauf que rien ne va se passer comme prévu et que un meurtre va être commis en même temps que le frère du narrateur sort de prison et rejoint le reste de la famille dans ce chalet. Et donc c'est le début des ennuis. J'ai un peu de mal à vous le résumer parce que justement la lecture a été plutôt laborieuse. Il y a quand même des bons points. Je vais commencer par les bons points parce que on va être positif un peu. J'ai beaucoup
beaucoup apprécié la construction très originale, très délirante en fait de toute l'intrigue. Le narrateur en fait à de nombreuses reprises il va briser la frontière entre nous lecteurs et cette dimension un peu fictive, en nous interpellant, en nous spoilant en fait un peu des événements qui vont se passer, en nous mettant en garde. Lui il est un peu spécialiste des romans thrillers et policiers, et donc justement il joue beaucoup avec les codes qui avaient été dictés par un auteur dont je me souviens plus le nom. C'est un peu entre le Agatha Christie, entre le cozy crime, le thriller sympa, et puis au milieu de tout ça on a cette famille qui est complètement barrée, qui est marrante à suivre, pas au niveau de ce qu'ils ont fait, mais en fait leur relation c'est un peu du n'importe quoi, c'est des tensions, en veux-tu en voilà, c'est un peu un fourre-tout, et en fait c'est marrant de lire ça, je trouve ça change un petit peu de ce qu'on peut proposer, ça se prend au sérieux sans trop se prendre au sérieux et ça fait du bien. Il y a parfois des chapitres qui, alors, heureusement, permettent de faire une sorte de pause en récapitulant tous les éléments qu'on a à notre disposition, histoire de permettre au lecteur de resituer les indices qu'il a en main pour comprendre un peu ce qui se passe. Et j'ai trouvé que c'était très pratique parce que l'un des bémols de l'histoire, c'est qu'on a beaucoup de personnages, beaucoup d'informations à digérer, et des fois ça fait un peu trop pour tout même. Les personnages sont pas toujours présentés très clairement, surtout qu'en plus de ça on a droit à des sauts temporels, un coup on est dans le présent, un coup on est dans le passé, un coup on va dire que dans le futur il va se passer telle chose. Donc au bout d'un moment ça peut désarçonner, surtout si on n'est pas un minimum concentré. Je vous recommande d'être concentré quand même pour lire ce livre. C'est une lecture qui reste quand même exigeante parce que le narrateur, l'air de rien, il est quand même un peu speed, un peu dur à suivre. Il va se parler d'un élément, puis d'un coup il va basculer sur un autre et revenir après sur le premier point qu'il a abordé en nous spoilant sur un événement qui va arriver plus tard. Donc vous voyez, c'est sympa comme construction, ça change, mais c'est pas forcément le plus simple à lire. Surtout qu'en plus on a des explications qui parfois arrivent très tardivement par rapport aux faits initialement décrits, mais des explications qui sont pas toujours très claires. Et on a le droit à une fin littéralement, j'aurais pas dit what the fuck, mais rocambolesque, explosive. Enfin, c'est à l'image de tout le roman, à la fois pleine de surprises, pleine de réponses et encore de mystères, parce qu'on n'a pas forcément toutes les réponses, ou en tout cas il y a de nouveaux mystères qui sont soulevés. Alors j'ai trouvé ça très sympa, ça reste rafraîchissant, mais ouais, il faut rester hyper concentré, et je pense que quand je l'ai lu, j'étais pas forcément dans le bon état d'esprit malheureusement. Ça reste une lecture quand même super intéressante, et c'est pour ça que je l'ai mis dans les déceptions, mais j'ai précisé au début que c'est un peu dur, c'est un peu dur de placer, de le situer celui-ci, parce que l'air de rien j'ai beaucoup apprécié l'originalité en fait de tout le roman, autant de sa construction, autant au niveau de ce narrateur qui est sympa quand on arrive à le suivre. Ça reste une bonne lecture, mais je pense que j'attendais autre chose. C'est que j'attendais une autre histoire, ça m'a un peu frustrée. En plus c'était pas une histoire très accessible, donc ça m'a encore plus frustrée. Mais je vous le propose aujourd'hui parce que ça reste quand même très sympa, original. Si vous cherchez un petit thriller, un petit cozy crime un peu sympa, et ça peut être chouette de s'aventurer vers celui-ci si vous êtes dans le bon état d'esprit. Sur ce, moi je vais clôturer ce point lecture qui est quand même chargé. Il y en a 7 livres pour un mois où j'ai pas énormément lu parce que j'ai eu une panne de lecture. Ça reste quand même relativement chargé. Mais voilà, j'ai fait quand même des belles découvertes dans ce mois, dont Les 4 trésors du ciel, qui a été vraiment une très très belle découverte. Et s'il y a un livre que je peux vous recommander absolument ce mois-ci, c'est celui-là. J'ai eu, voilà, pas mal de déceptions, mais des déceptions mitigées on va dire. Pas des trucs qui m'ont révolté ou je me suis vraiment fait chier. Donc j'espère que je vous ai quand même donné envie d'en lire certains. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Peut-être un book haul qui devrait sortir un peu en décalé par rapport à ce que j'avais prévu, mais il sortira. Et sur ce, je vous dis salut!